BFM TV, BFM Story Weekend. Roselyne Dubois. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour BFM Story Weekend qui va être consacré ce soir à la nouvelle prise de parole de Donald Trump. On l'attend dans quelques instants avec visiblement un nouveau revivement, un nouveau changement de ton après s'en être pris à Volodymyr Zelensky. C'est contre Vladimir Poutine qu'il en a. Il hausse le ton, menace même, lui met la pression, furieux visiblement que les négociations avec l'Ukraine n'avancent pas plus vite, que la Russie aussi poursuive ses frappes. Il menace d'imposer de nouvelles sanctions. On verra ce qu'il dira dans un instant en direct. Il a déjà, comme souvent, posté un message qui donne le ton sur les réseaux sociaux. S'il n'y a pas un cessez-le-feu rapidement, il menace sérieusement, dit-il, de sanctions bancaires, de tarifs douaniers à grande échelle contre la Russie, jusqu'à ce qu'un accord de règlement définitif sur la paix soit conclu. On ira dans un instant à Washington retrouver Antoine Lard. Je vous présente le plateau avant ça pour décrypter les conséquences de cette énième revirement, changement de ton du président américain. Le général Jérôme Pellistrandi, consultant défense BFM TV. Nous avons aussi Clémence Dibou, éditorialiste internationale BFM TV. Et puis vous avez suivi la campagne présidentielle aux États-Unis. Ça sera intéressant aussi d'avoir votre œil. Olivier Ravanello également, consultant politique international BFM TV. Bonjour. On va écouter ensemble dans un instant le président américain. Antoine Lard, on vous retrouve en direct de Washington. Il doit prendre la parole d'ici quelques instants. On ne sait pas encore précisément ce qu'il veut dire, mais clairement le ton change. Oui, alors d'abord, effectivement, on ne sait pas de quoi Donald Trump va parler. La Maison-Blanche a annoncé il y a environ une demi-heure une prise de parole depuis le bureau ovale. Et avec Donald Trump, eh bien, il peut aborder tous les thèmes possibles et imaginables. On peut penser, par exemple, qu'il va parler de politique ou d'économie. Il y a les chiffres de l'emploi qui sont pas tombés ce matin, qui ne sont pas bons. Donc Donald Trump aura sûrement à cœur de commenter ces chiffres. Mais comme à chaque fois qu'il prend la parole, il prend plein de questions des journalistes qui sont présents sur place. Et donc, on imagine qu'il sera aussi interrogé sur l'Ukraine parce que il a posté ce matin un message sur son réseau social dans lequel il met la pression sur Vladimir Poutine. Trump déplore les bombardements intenses contre l'Ukraine et il dit que si ça ne s'arrête pas, il prendra des sanctions, contre les banques russes ou encore des taxes douanières, et il écrit en majuscule, en lettres majuscules, que la Russie doit signer un accord de paix. Alors c'est un renversement de situation assez inattendu. Jusqu'ici, Donald Trump vantait sa très bonne relation avec Vladimir Poutine en disant que le maître du Kremlin veut faire la paix. Finalement, les choses sont plus compliquées que ça. Donald Trump, qui pendant la campagne expliquait qu'il allait régler le conflit en l'espace de 24 heures, eh bien, s'aperçoit que c'est bien plus complexe que prévu. C'est vrai qu'en annonçant qu'il suspendait l'aide militaire à l'Ukraine, il a placé les Ukrainiens en position de faiblesse. Et du coup, eh bien, Vladimir Poutine en profite pour continuer la guerre et pour profiter de cette faiblesse pour gagner un maximum de terrain. Donald Trump, donc, met la pression sur Vladimir Poutine. Dans son message sur son réseau social, il appelle l'Ukraine et la Russie à se mettre à la table des négociations avant qu'il ne soit trop tard. Merci, conclut-il, avec plusieurs points d'exclamation. Alors on verra si cette menace de sanctions peut faire bouger les choses. Il faut savoir que la Russie a déjà été largement sanctionnée par Joe Biden et que ces sanctions n'ont eu aucun impact. En tout cas, elles n'ont pas permis de faire plier Moscou. Est-ce que quand c'est Donald Trump qui prononce les menaces, elles sont plus fortes ou pas? Olivier, on est un peu perdu là, parce qu'on entend parler de négociations depuis que Trump est arrivé à la Maison-Blanche. Il nous dit qu'il va mettre fin à cette guerre horrible. Mais on en est où là concrètement aujourd'hui? Les Américains et les Ukrainiens discutent ensemble et c'est tout. Les Américains et les Ukrainiens discutent ensemble en se disant on va se retrouver pour rentrer dans le détail de cet accord et surtout du cessez-le-feu. Ce dont on est vraiment en train de parler en ce moment, c'est pas tant l'accord de paix que le cessez-le-feu et comment on le met en place. Chacun rebondit, notamment Zelensky, sur la proposition qui a été faite dimanche dernier par Emmanuel Macron de commencer par un cessez-le-feu aérien, maritime et d'arrêter de bombarder des infrastructures civiles. Mais ça, les Russes ont dit non. Les Russes ont dit non. Ouais. Mais apparemment, Trump est en train de se ranger à cette idée. Vous savez, il y avait un conseiller américain qui s'appelait Kissinger qui avait théorisé la stratégie du fou avec Nixon. Et l'idée était de dire il faut être absolument imprévisible pour en permanence déstabiliser l'adversaire. Ah bah là, on est servi. Exactement. Et apparaître en permanence au cœur
au cœur du système et au milieu du jeu. Être au centre du jeu. Ouais. Exactement. Et c'est un peu le sentiment qu'on a aujourd'hui avec Trump. Avec un bémol, c'est pas comme s'il n'y avait pas de sanctions contre la Russie venant des États-Unis. Donc de dire il y a des sanctions bancaires, mais elles existent déjà. Des sanctions douanières, elles existent déjà. Il y a une partie des importations qui sont bloquées. Donc on est quand même beaucoup sur de la posture. Mais on sentait quand même que le ton avait évolué avec Trump. Ça avait été un peu allégé quand même de son côté. C'était moins sévère, moins strict que Biden. Bah, c'est la première fois depuis un mois qu'on voit Trump hausser le ton vis-à-vis de Moscou. Alors que jusqu'à présent, on était dans un accompagnement des éléments de langage qui venaient de Moscou. Trump se faisait le porte-voix de ce que voulait Poutine. Sur les conditions d'une paix possible, mais lui aussi était aligné. des cyberattaques, notamment, il avait quand même demandé à ce qu'on lève une partie de ces sanctions. On arrête les cyberattaques, absolument. Donc on était vraiment sur un accompagnement. Là, il y a un Trump qui hausse un peu le ton. On va voir dans le détail ce qu'il propose. Mais j'ai quand même plus le sentiment que c'est comme il le fait depuis le début. Il souffle chaud, il souffle froid, mais au fond, sa stratégie, là où il veut aller, ne varie pas. Est-ce que c'est efficace ou pas? On se faisait la remarque, Clémence, que Trump parle beaucoup des Russes, de Vladimir Poutine, mais dans l'autre sens, jamais. Poutine ne prononce jamais le nom de Trump. Vladimir Poutine n'a pas eu un mot pour Donald Trump de remerciement ou quoi que ce soit. Il y a eu beaucoup de communication de la part du porte-parole, par exemple, du Kremlin, envers les Américains en tant que tels, mais il n'y a pas eu de dialogue réciproque, en tout cas de communiqué interposé. Donc, est-ce que c'est peut-être aussi ça qui a fâché Donald Trump? Parce qu'on sait qu'il aime bien avoir des rapports personnels avec les dirigeants, mais dans son tweet de tout à l'heure, ce qui est assez intéressant, c'est que oui, c'est un revirement bien sûr par rapport aux précédents jours, mais il revient exactement sur sa position qu'il avait pendant la campagne électorale. Il expliquait qu'il allait régler le conflit en 24 heures, ça c'était à longueur de journée. Et puis il y a une fois, il a donné quelques détails sur comment il voulait faire et il avait expliqué exactement ce qu'il dit dans son tweet. Je vais arrêter de donner des armes à l'Ukraine, je vais arrêter d'envoyer de l'argent ou encore plus sanctionner la Russie et vous allez voir, ça va se régler en 24 heures. Peut-être qu'il est revenu sur cette position. Le problème, c'est qu'on est un peu perdu, Général, parce que un coup, c'est de la faute des Ukrainiens, un coup, là maintenant, ça va devenir celle des Russes. Jusqu'à présent, il était beaucoup plus sévère avec Volodymyr Zelensky, dictateur, responsable de la guerre, à laquelle il ne voulait pas mettre fin, et rien contre la Russie. Bah oui, en fait, il a démontré une complaisance à l'égard de Moscou qui était absolument sidérante, à 180 degrés par rapport à son prédécesseur. Et souvenez-vous, il y a une semaine, juste jour pour jour, l'humiliation de Volodymyr Zelensky. Alors, est-ce que ces conseillers commencent à prendre en compte le fait que ça part dans le mauvais sens, en quelque sorte? Il va falloir rester très prudent. Mais je pense que là, Vladimir Poutine peut commencer quand même néanmoins à s'inquiéter, parce que... à cause de cette menace de sanctions oui, ou du ton, plutôt? Du ton. Mais il peut y avoir d'autres sanctions. Par exemple, il y a tout ce qui touche ce qu'on appelle la flotte fantôme. Vous savez, ce sont ces pétroliers sous pavillon de complaisance qui permettent à Moscou d'exporter son pétrole et donc d'engranger de l'argent. Donc il peut y avoir des mesures dans ce domaine-là. Mais effectivement, c'est le changement de ton constitue quand même une nouvelle surprise stratégique dans l'imprévisibilité de Donald Trump. Donc là, je pense que au Kremlin, on doit commencer ce soir à se dire « Oula, attention, à force de bombarder systématiquement l'Ukraine, il va peut-être falloir mettre un peu d'eau dans sa vodka ». On se dit vraiment attention au Kremlin ou pas? Parce qu'on a beaucoup parlé des liens entre la Russie, une façon peut-être presque de tenir Trump. Ils l'ont renfloué dans les années 90. Ils ont des informations sur lui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est au Kremlin qu'on s'inquiète ou c'est à Washington? Ça me paraît un peu tôt pour aller sur ce terrain-là, d'autant que, comme on l'a souligné, le Kremlin a une stratégie à très très long terme et qu'il regarde tout ça avec beaucoup de distance, parce que foncièrement, ça va dans le bon sens et que les soubresauts quotidiens, c'est pas trop le sujet de Poutine. Il y a peut-être un élément aussi qu'il faut avoir en tête concernant Trump, et pour comprendre ce qu'il est en train de faire là, dans les heures qu'on est en train de vivre, c'est que le fait d'avoir suspendu l'aide militaire, il y a un effet sur la fourniture de munitions, sur la ligne de front, qui va avoir quand même une certaine latence. En revanche, il y a un effet immédiat, ça a été la suspension du renseignement. Ce qu'on appelle le renseignement, c'est la vision du théâtre d'opération
par les satellites. Des informations, des services secrets. Voilà. C'est comme, je vais prendre une image qui va pas être exactement la bonne, mais c'est comme avoir un grand mur d'écran qui vous permet de voir toute la ligne de front et de voir les opérations que vous menez grâce aux satellites américains. De les avoir coupés, il y a un effet immédiat. En ce moment, depuis peut-être 24 heures, les Ukrainiens se battent dans le noir. Parce que ça peut pas être compensé par les Européens. Non, pas à ce niveau-là. C'est pas comparable comme moyen. Exactement. Et que en phase 2, vous avez des Russes qui voient un avantage stratégique et militaire considérable. Donc peut-être que la crainte de Trump, c'est de dire, il veut pas non plus que Poutine en profite pour regagner du terrain, retendre la situation, parce que ne perdons pas de vue que l'objectif de Trump, c'est que tout le monde signe le plus vite possible. Là, il faut le croire sur parole et il faut lui rendre au moins lui tenir ça à son compte, c'est de dire que il veut la paix la plus vite possible. Le problème, c'est qu'il veut à peu près n'importe quelle paix, peu importe, il s'en fiche, mais qu'il veut la paix. Et que si Poutine profite de ce moment où l'armée ukrainienne est en difficulté pour pousser ses avantages, pousser ses pions, remettre de l'huile sur le feu, c'est pas non plus l'objectif de Trump. Et justement, en parlant des renseignements, c'est assez intéressant de voir la coopération, en tout cas la fin de la cybersurveillance, par exemple, de la Russie. Il y a une information qui est passée un peu inaperçue d'une télé américaine ABC, qui a expliqué, selon des sources informelles, qu'il y avait des pays alliés qui avaient décidé de moins coopérer avec les services de renseignement américains, justement de cette proximité avec les Russes. Alors, on citait dans l'article, et dans l'article était cité Israël, par exemple, ou l'Arabie Saoudite, mais ça montre aussi peut-être le sentiment global des alliés. Et puis, vous savez, on a souvent parlé de cette fois-ci, dans ce mandat-là de Donald Trump, il n'y a plus d'adultes in the room, il n'y a plus d'adultes. On a l'impression qu'il n'y a plus les conseillers qui pouvaient le driver un peu. Voilà, ce qui donne l'impression, évidemment, on n'est pas dans une boule de cristal ou on n'est pas dans les petits papiers, mais ça donne l'impression qu'il y a un conseiller qui est allé murmurer à l'oreille de Trump, attention, parce que quand on fait ça, voilà ce qui peut se passer. On a une moins grande coopération au niveau des renseignements, où on ne sait plus ce qui se passe en Russie ou en Ukraine, et c'est un problème. Avec ce côté aussi assez perturbant avec Donald Trump, c'est que quand Emmanuel Macron s'exprime, c'est annoncé, il va parler à 20h à la télévision. Vladimir Poutine, on en fait toute une grande conférence de presse, c'est un événement. Trump, il parle tout le temps dans un couloir, au détour, il répond à toutes les questions. Oui, Antoine Hollande l'a redit tout à l'heure dans son duplex en expliquant bien qu'il allait très certainement prendre beaucoup de questions de journalistes, ce qui n'était pas le cas avec Joe Biden. Il y avait très peu de questions de journalistes et en tout cas la parole était beaucoup plus rare, la parole présidentielle. Et solennelle du coup. Et plus solennelle parce qu'en plus de ça, il y a évidemment les réseaux sociaux, les prises de parole qu'on a parfois plusieurs fois par jour à la Maison Blanche. Donc on ne sait pas à l'heure actuelle effectivement de quoi il va parler, très certainement peut-être de plusieurs sujets. On en est où sur le terrain là aujourd'hui, général? Effectivement, les Russes, on le disait, tiennent tout le front à l'est qui est extrêmement long et les Ukrainiens temporisent. Oui, alors sur le front terrestre, les Russes grignotent, mais pas suffisamment pour obtenir la percée qui mettrait en quelque sorte, qui permettrait une victoire militaire. Donc ils grignotent. Au mois de février, ils ont grignoté à peu près 400 km², ce qui est très faible. À ce train-là, il faudra un siècle pour qu'ils arrivent, qu'ils conquièrent toute l'Ukraine. Mais, et ça c'est l'élément le plus important, c'est qu'ils continuent à bombarder tout le territoire ukrainien. Igor Saïri nous expliquait il y a quelques instants. Notre reporter. Voilà, que grand reporter. À Lviv, donc Lviv c'est cette ville qui est pratiquement à la frontière polonaise, il y a eu des alertes aériennes. Donc, ce qui veut dire que Vladimir Poutine, pour lui, la guerre elle continue comme si de rien n'était. Il n'y a pas en quelque sorte d'ouverture pour permettre d'éventuelles discussions. Donc ce qui veut dire que d'une part, les Ukrainiens, finalement, lâchés par Trump, sont quand même très remontés. Il n'est pas question en quelque sorte de baisser les bras. Mais on le voit bien, la population civile souffre. Et donc c'est aussi la problématique pour Volodymyr Zelensky, qui lui a besoin de la paix, mais bien sûr, pas à n'importe quel prix. Donc situation compliqué sur le terrain pour les Ukrainiens. On va retourner voir Antoine Delard en direct de Washington. On attend le président américain d'une minute à l'autre. Maintenant, Antoine, les Américains dans tout ça, comment est-ce qu'ils vivent ces changements de ton? Est-ce que l'Ukraine, finalement, c'est si important que ça pour eux?